J'ai beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup, de recevoir Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui est vice-présidente du groupe Horizon, députée de Seine-Maritime, secrétaire de la commission des lois de l'Assemblée nationale et originaire d'une très belle région de Normandie. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Alors, juste pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser le rôle d'une députée ? Alors, le député, c'est fait pour voter la loi. C'est quand même la base. Et contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est la Constitution. Moi, j'ai envie que ce soit aussi un vrai lien avec la population et de représenter une circonscription. Même si nous sommes députés de la nation, je considère qu'on a un vrai rôle de terrain. Et c'est pour ça que j'ai souhaité devenir députée. C'est parce que comme élu local, je trouvais qu'il y avait quand même des tas de choses qui ne collaient pas. Et je me disais, ça suffit de râler dans ton coin. Et à un moment donné, tu seras bien obligé... non plus de mettre les mains dans le cambouis, mais de le mettre à un autre niveau. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis députée aujourd'hui, même si j'ai bien conscience qu'actuellement, ce n'est pas la meilleure image que nous sommes en train de donner. Alors justement, quelle différence tu fais entre être à la tête d'un exécutif dans une ville et être parlementaire et faire la loi ? Vraiment, ce sont deux choses complètement différentes. Quand vous êtes... maire, présidente d'agglo, c'est vraiment à la minute que vous êtes au contact avec les difficultés de votre ville. Moi, j'étais à la tête d'une ville moyenne. Ça veut dire que vous êtes sollicité quasiment en direct, surtout. Il n'y a pas, comme dans les grandes villes, parfois des écrans qui sont faits ou par les services, une suradministration ou par un nombre pléthorique d'élus. Donc là, vous êtes en contact direct tout le temps. Et puis moi, c'est aussi comme ça que je le vivais, c'est-à-dire que je considérais que je devais être partout. Et c'est la fonction qui vous permet d'apprendre le plus de choses, je trouve. Vous devez être bon quasiment dans tous les domaines, encore une fois dans une ville moyenne, parce que vous devez tout vérifier. Vous êtes en contact avec la population, avec toute la population. Avec des gens privilégiés, avec des gens très défavorisés, avec des présidents d'asso, avec des chefs d'entreprise. Vous devez vendre votre ville parce que l'attractivité du territoire, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, eh bien, c'est quasiment vous qui l'incarnez. En tous les cas, vous devez mettre en place des outils pour que votre territoire soit mis en valeur quand il n'a pas été suffisamment. Bref, on est à peu près dans tous les domaines. Et puis moi, j'avais la chance d'être aussi vice-présidente de région. Donc ça permettait d'avoir des échanges avec mes collègues au niveau régional. En général, ils étaient aussi maires, donc ça nous permettait d'échanger et de savoir ce qui se faisait ailleurs, de prendre des idées, bref. Pourquoi est-ce que du coup j'ai changé ? Puisque j'ai quand même l'air toujours d'avoir l'œil, je pense, qui pétille quand j'évoque ce sujet. Toujours. Voilà. Maire un jour, maire toujours, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vraiment parce que, comme je te le disais au début de notre entretien, je trouvais qu'il y avait quand même des tas de choses qui ne collaient pas dans les politiques publiques qui étaient mises en place au niveau national, où je me disais, mais punaise, est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça signifie au niveau local ? Et tu ne peux pas tout le temps dire ça et puis, à un moment donné, pas décider de t'engager. Donc, comme j'avais une super équipe à Fécamp, eh bien, je me suis dit que peut-être mon rôle était aussi de devenir législateur. Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Alors, la ville, la région, député... il y a deux mots qui reviennent, proximité et politique de proximité. Absolument. Tu peux nous en parler ? Par exemple, concrètement, alors c'est vrai qu'on peut être sur des très gros textes, on a beaucoup parlé du texte immigration ces jours derniers, mais on peut être parfois aussi, non pas que l'immigration ne soit pas un sujet concret, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, au contraire, mais en revanche, par exemple, l'ancien maire de Fécamp et présidente d'agglo, c'est qu'on a un sujet avec les secrétaires de mairie, c'est un exemple que je prends. Eh bien, actuellement, je suis rapporteur d'une proposition de loi sur la revalorisation de ce métier des secrétaires de mairie, qui est indispensable, notamment en milieu rural. Et c'est parce que je l'ai vécu comme présidente d'agglo que je l'ai défendu et qu'on a réussi à le faire adopter à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sont des choses concrètes. On avait un sujet, les secrétaires de mairie, on sait que 30% d'entre elles partiront à la retraite dans les 7 ans à venir. Donc il y avait urgence à mettre en place des mécanismes qui vont faire que, nous espérons, ce métier sera beaucoup plus attractif. Voilà, on est aussi sur des choses très très concrètes et typiquement,
quand on est sur ces textes-là, eh ben, on arrive à avoir des unanimités et non pas à montrer le cirque que nous montrons, hélas, sur d'autres textes. Donc une femme terrain, une femme de proximité, une femme qui aime ses concitoyens, tout simplement. Un point important, tu es entourée de femmes et d'hommes qui sont des talents. Pour toi, un talent, c'est quoi ? Alors, pour moi, un talent, c'est quoi ? Ça va avec humilité, en général. Moi, les talents qui se la jouent, pour moi, ce pas des talents. Donc, ça va avec humilité, ça va avec la capacité à transmettre. Le talent, on l'a quand même souvent, c'est un peu inné ou pas. Mais la capacité à embarquer du monde autour de soi et la capacité à transmettre, pour moi, est essentielle dans le talent. Être talentueux, mais ne pas arriver à faire passer des messages ou à ne pas réussir à convaincre, ça peut pas coller, quoi. Et ni à embarquer. Donc moi, c'est vraiment ces trois choses-là. Ça veut dire en gros que ça repose quand même essentiellement sur de l'humain dans tous les domaines. Merci beaucoup, Marie-Agnès, de nous avoir fait découvrir ton métier de députée et d'élu. Merci, Patrice, de m'avoir invitée. Vous les adorez, les énergies renouvelables, et là, on a un invité de marque. Julien Marchal, directeur de la stratégie et du développement durable, membre du comité de direction d'EDF Renouvelables. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. J'adore des gens comme toi, parce que simplicité dans un sujet complexe. Tu es originaire d'une très belle région, originaire de Bourgogne-Franche-Comté, et plus précisément d'un petit village de 250 habitants en Haute-Saône, qui s'appelle Beaumotte-les-Pins. Beaumotte-les-Pins, exactement. Et j'ai cru savoir qu'il y avait 3 polytechniciens dans une population de 250 habitants. Exactement. Et en plus, ils sont tous de la même rue. Ah ben c'est extraordinaire. Ça s'appelle la rue Polytechnique. La rue du Pont. Voilà. La rue du Pont, la rue du Pont. Alors, trêve de plaisanterie. Julien, c'est quoi la stratégie spécifique qui a été mise en place côté EDF Renouvelable pour promouvoir justement le développement durable dont on parle beaucoup? Oui, on en parle beaucoup et surtout, on pourrait avoir l'impression que parce que EDF Renouvelable fait des énergies renouvelables, on est naturellement le champion en matière de développement durable. Et moi, je vais aller au-delà de ça. Le développement durable, ce n'est pas juste installer des énergies renouvelables, c'est vraiment aussi optimiser leur fonctionnement, les rendre plus sobres et aller. Donc, depuis que je suis arrivé chez EDF Renouvelable, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'aller sur des actions concrètes. Je vais vous donner un exemple. On a pris l'engagement il y a quelques mois chez EDF Renouvelable de ne plus mettre en décharge les pales d'éoliennes quand on démonte les machines en fin de vie. C'est un engagement concret, très, très précis, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et d'ailleurs, pour dévoiler quelques secrets, on est en train de travailler à essayer de prendre le même engagement sur la fin de vie des panneaux solaires. Ne pas les mettre en décharge, mais les recycler partout dans le monde. Alors, tu as une carrière formidable. Et c'était quoi le moment déterminant dans ton parcours qui t'a amené justement vers ce secteur qui te passionne, des énergies renouvelables et le développement durable? Alors, j'ai eu une carrière qui est très publique-privée. Hein, oui, mais il faut que tu nous en parles justement. Et donc, une passion pour l'énergie dès le départ. Moi, je suis convaincu que la transition écologique, c'est vraiment le défi du XXIe siècle. Et je n'ai pas eu un seul moment clé dans ma carrière, j'en ai eu plusieurs. Et si je devais les résumer, je pense que c'est le mot vertige qui me vient à l'esprit. C'est le moment où on sent qu'il y a de l'irréversible, quelque chose de plus grand que nous qui est en train de se passer. Alors j'en ai plusieurs. J'étais dans mon petit village de Franche-Comté, dans le jardin chez mes parents en vacances. Et il y a mon téléphone qui sonne en 2012. Et c'est la présidence de la République qui m'appelle pour que je voie quelqu'un qui s'appelait à l'époque Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et là, il y a vraiment ce sentiment de vertige de se dire « je vais peut-être intégrer le cabinet du président ». Voilà. Quand on vient de ce petit village, c'est vraiment passionnant. Un deuxième, c'est le moment où j'ai créé une société chez la Compagnie nationale du Rhône. Voilà, je me suis dit, moi, est-ce que moi, ancien fonctionnaire, je vais devenir entrepreneur, ouais, est-ce que je vais y arriver? Ouais, est-ce que je vais réussir ce nouveau défi? Puis il y a le troisième, qui est plus récent, c'est quand je suis arrivé le premier jour chez EDF Renouvelable. Parce que pour moi, qui a une carrière très publique, privée, dans l'énergie et vraiment avec une conviction forte sur ce sujet-là, c'est un peu intégrer le Graal de l'énergie. La grande maison EDF, et en plus dans sa division EDF Renouvelable que je connaissais déjà. C'était le Graal, quoi. Le Graal de l'énergie. Voilà. Ouais, c'est génial. Pour moi, dans mon parcours, c'est vraiment un moment fort. Ouais. Tu viens de parler de public, de privé. Comment les récentes politiques environnementales ont-elles affecté vos stratégies de développement chez EDF Renouvelable?
Alors, on a une croissance qui est très très forte, hein, comme tout le secteur des énergies renouvelables. Donc on pourrait dire on a le vent dans le dos, on peut en profiter, et c'est vrai dans tous les pays. EDF Renouvelable, on a cette spécificité d'être très international. On est présent dans 25 pays, on a une très très grosse filiale aux États-Unis, donc les politiques, c'est vraiment à l'échelle mondiale qu'on les regarde. Ce n'est pas tant les politiques publiques qui nous ont impactés dernièrement, c'est vraiment le contexte macroéconomique et géopolitique. La guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, tout ça, ça a beaucoup déstabilisé la filière. On a eu des projets qu'on a dû complètement reconfigurer parce qu'ils n'étaient plus assez rentables. Il a fallu retrouver de la rentabilité, comme tous nos concurrents. Et c'est ça, aujourd'hui, le moteur en termes de stratégie d'EDF Renouvelable. C'est dans une décennie très incertaine, contrairement à la décennie 2010 qui était très stable, comment on arrive à maintenir cette croissance très forte. Et je dirais le pendant de cette incertitude, c'est qu'il va falloir être plus performant en interne et savoir s'adapter encore plus vite. Julien, tu es le patron de la stratégie. Donc, tu as une vision personnelle sur l'avenir de l'énergie renouvelable. Tu peux nous la livrer? Oui, je peux vous la livrer, bien sûr. Ça se tombe bien, puisque la COP28 vient d'aboutir à un accord qui est plutôt satisfaisant. Je pense qu'on vit un moment de bascule. Quand les ministres de l'énergie disent que c'est un point de bascule, on est en train de faire une transition énergétique et ça n'arrive qu'une fois par siècle, je pense qu'ils ont sincèrement raison. Les énergies renouvelables, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma carrière, c'était rien du tout. C'était même pas 1% de la production d'électricité en Europe. Et aujourd'hui, c'est déjà presque 10-15%. Dans 30 ans, ce sera sans doute 50%, ou voire même 75%. Ce changement-là, je pense pour moi, l'analogie que je fais, c'est l'invention de la machine à vapeur et le début du charbon il y a un siècle et demi. C'est vraiment cette conviction-là que j'ai pour le futur des énergies renouvelables. Quand on est patron, on avance toujours en équipe. Et autour de toi, tu as des talents. Tu en es un, mais tu t'entoures de talents souvent meilleurs que soi. Un talent, pour toi, c'est quoi? Je fais l'analogie, mes parents étant profs de sport, je vais faire l'analogie avec le sport. Il faut arriver à créer de la valeur dans une entreprise. Pour créer de la valeur, il faut être inspirant, ça c'est le caractéristique, une aptitude du dirigeant. Je pense qu'il faut aussi savoir fédérer les autres, parce que c'est un travail d'équipe. C'est ça qui le distingue un peu de la politique, où il y a beaucoup de personnes en politique qui peuvent d'abord penser à leur propre parcours. Dans une entreprise... Et toi, tu penses à l'intérêt général aussi. Oui, bien sûr. Mais dans une entreprise, c'est beaucoup plus visible. C'est un collectif, donc je rapprocherais plus la notion de leader et de talent de quelqu'un qui a à la fois des aptitudes personnelles, mais qui aussi est capable aussi d'être le patron de l'équipe, de l'incarner et de la diriger au sens de l'amener à la mettre en mouvement dans la même direction, tous ensemble. Et puis à savoir si le monde est incertain, il faut changer de cap, savoir faire bifurquer le plus rapidement possible l'ensemble de la troupe. Merci. Quelle énergie, quelle vision, mon cher Julien. Merci à vous. Mesdames, vous vous posez souvent la question, comment entreprendre? Là, vous avez un bel exemple. Élodie Carpentier, cofondatrice de la maison Rouge Français. Bonjour à toi. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, parfait. Tu es venue avec plein de produits, tu vas nous en parler. Alors, parle-nous un petit peu de la maison Le Rouge Français, cette histoire, et d'où est venue cette idée? Bien sûr. Alors, la maison Le Rouge Français, c'est une maison de cosmétiques qui sublime les femmes et les hommes avec la couleur végétale. Donc, on est vraiment sur une innovation mondiale. Là où 99% du marché, on va utiliser pour ce qui donne de la couleur, de la pigmentation issue de la chimie. On révolutionne l'industrie avec des pigments qui sont issus de plantes, de fleurs et donc de ressources qui vont être durables, comme par exemple des graines, des racines, des pétales de fleurs, ce qui nous permet d'avoir des cosmétiques qui vont être certifiés bio, qui vont être véganes et bien sûr fabriqués en France. Donc on est vraiment sur un écrin aujourd'hui d'innovation green tech, de biotechnologie. Et c'est vrai que cette idée, elle m'est venue on va dire, ma période très particulière de grossesse, puisque j'étais enceinte de mon enfant et étant ingénieure en biotechnologie, avec ce combat fort pour la santé et la santé de la femme, j'ai eu ce déclic que je partage avec beaucoup de femmes à travers le monde. Qu'est-ce que je me mets sur la peau? Et effectivement, ne plus faire de compromis pour sa santé, mais surtout celle de son enfant. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir formuler des produits sains, mais aussi avec des packagings désirables, de ne pas faire de compromis sur la désirabilité des produits, avec des écrins comme ceux-là qui s'ouvrent comme des origamis japonaises, comme des fleurs qui représentent notre innovation.
avec le petit pistil et effectivement les sépales de la fleur, mais aussi un aspect éco-responsable. Donc cette lutte aussi pour la durabilité et pour notre planète. Alors comment générer en fait une innovation mondiale, on peut le dire, hein, dans un monde ultra compétitif de la beauté, du cosmétique? Alors c'est très compliqué puisque effectivement c'est aussi une industrie qui a beaucoup évolué, notamment sur la clean beauty en soins, donc en skincare, où les formules sont devenues de plus en plus, on va dire, clean, propres. Mais cette certification bio et ce label de réassurance pour les consommatrices est très rare, surtout sur ce monde premium luxe. Donc l'idée d'innovation, elle se positionne d'abord sur ce positionnement 7 à 7, mais surtout sur cette innovation mondiale qui est la couleur végétale. Donc il a fallu faire beaucoup de recherches avec mon laboratoire en propre à Marseille sur des procédés d'extraction enzymatique, de fermentation, ou aussi des procédés, en plus de biotechnologie, des procédés physiques, donc sans alcool, durables, sur de l'extraction CO2 supercritique. Et bien sûr, dans ce monde, il est intéressant de montrer un chemin, voir qu'une alternative est possible, mais se protéger. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de brevets aussi sur cette innovation. Comment tu as financé ton projet de développement de l'entreprise? C'est là tous les enjeux de pouvoir lancer une innovation. C'est incroyable et de pouvoir mettre sur le marché ces idées concrètes qui bousculent les codes. Mais néanmoins, ça demande beaucoup d'investissement. Donc au début, j'ai démarré avec mes propres deniers. Des fonds propres, perso. Des fonds propres, voilà. Donc on casse les livrets A, les PVL, etc. Je me suis aussi associée d'un point de vue, ce qu'on appelle le love money, hein, donc avec des amis, la famille. Mon mari aussi m'a rejoint dans l'aventure, donc vraiment en fonds propres au début. Et après, il a fallu convaincre des investisseurs. C'est ça. Donc des business angels, des fonds d'investissement pour, au fur et à mesure, passer du seed à la pré-série A, à la série A. Et donc, nous avons levé plus de 5 millions d'euros au total. Bravo. En si peu de temps. Donc, il a fallu effectivement convaincre ces investisseurs, montrer des business plans robustes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce développement commence à payer, puisque grâce à ces investissements, on commence vraiment notre expansion à l'international. Alors, tu es nommée parmi les 40 femmes entrepreneurs à fort succès en Europe, finaliste de la dernière BFM Business Academy, Green, face, je crois, de Vogue, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà, c'est génial. Et parmi les 10 éclaireuses, elles ne sont pas nombreuses, du Coq Vert de BPI France, est-ce que ta stratégie de personal branding est essentielle pour valoriser une stratégie d'entreprise comme la tienne? C'est vrai qu'on a eu cette chance incroyable d'avoir des nominations, d'avoir gagné des concours d'innovation qui nous ont permis aussi de participer à un réseau vraiment florissant, aussi bien d'un point de vue investisseur, que d'aller chercher des nouveaux clients sur la distribution internationale ou même nos segments de marché à fort potentiel comme l'hôtellerie, comme la partie parfumerie sélective, tout ce qui va être travel retail aérien et bien évidemment tout ce qui va être la distribution à l'étranger. Et donc le personal branding, pour nous, c'est aussi une chance extraordinaire de pouvoir incarner une marque, parce que quand on l'incarne, on a aussi un poids un peu plus fort vis-à-vis du client final pour pouvoir aussi transmettre cette innovation, expliquer que voilà, avec des feuilles, des graines, on va pouvoir fabriquer des rouges à lèvres qui vont être sains pour votre santé et aussi bons pour la planète. Et le fait d'être éclaireuse du Coq Vert, c'est aussi un engagement fort d'un point de vue personnel dans cette transmission, puisqu'on va se regrouper au sein d'un réseau d'entreprises Green Tech avec des procédés verts pour pouvoir aussi déclencher des poches d'investissement au niveau du gouvernement et avoir ce porte-parole dans les médias sur la lutte pour le changement climatique. Alors, tu t'es toujours accordé à un point essentiel, ton équipe, les gens qui travaillent avec toi, pour toi, les yeux dans les yeux, un talent, c'est quoi ? Alors, un talent, c'est une personne qui va être très investie, qui va aussi incarner ce produit. Nous, dans notre équipe, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, mais à 1000%, je dirais même pas 100%, qui se lèvent le matin, qui mangent, qui boivent le rouge français, parce qu'en fait, c'est aussi leur marque.
lorsqu'ils ont rejoint la maison, c'est pour ces valeurs de l'innovation, de la durabilité. Et qu'on soit un homme ou une femme, quand on intègre la Maison Le Rouge Français, on porte ces valeurs haut et fort. Par exemple, nos commerciaux vont aussi être impliqués dans les phases de développement d'un produit. Quand ils vont sur le terrain et qu'ils présentent la Maison Le Rouge Français, c'est leur marque, c'est leur produit. C'est eux qui ont participé au design. Merci beaucoup pour ta générosité, Élodie Carpentier. Merci à vous. Si vous aimez le son, mais surtout le bon son, le meilleur son du monde, vous avez une chance extraordinaire. Je reçois Laurent Coccini, le directeur général de 6e Son. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. On le sent au niveau du timbre de ta voix, originaire de la région sud, cher à notre ami Renaud Muselier. Ouais. Marseille précisément ? Marseille exactement, ouais. Marseille depuis toujours, toute la famille est là-bas. Moi je suis à Paris pour le boulot, mais effectivement le cœur est à Marseille. On le sent. Alors 6e Son, tu peux nous préciser un petit peu ? 6e Son, c'est leader mondial de la création d'identité sonore de marque. Notre métier, c'est de définir auprès des marques l'univers musical qui leur va le mieux et de l'adapter à l'ensemble des points de contact qui sont les leurs entre elles et leur public pour créer plus de liens, plus de différences et au final de l'attachement et la capacité à mieux performer par le son. J'ai eu la chance de visiter tes bureaux parisiens. Comment l'innovation est au cœur de 6e Son ? Je dirais que l'innovation, elle est au moment où à la fois on fait les analyses au départ, on va traquer en ligne tous les contenus sonores de nos clients et de leurs concurrents pour créer de la différence. Pendant la création, on vit, nous, à la fois avec des grands talents et des grands musiciens, et je sais que toi, le talent, pour toi, c'est important, mais aussi avec la technologie, puisque ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur, nous accompagne tous les jours pour développer et produire le son que l'on produit. Et enfin, au niveau des tests, parce que notre métier, c'est aussi d'évaluer et de mesurer la performance. Donc, on va faire du eye tracking, du face tracking, de la capacité à montrer que le son crée vraiment de la différence et qu'on ne fait pas, même si on prend beaucoup de plaisir à le faire ensemble, on ne fait pas juste ça pour se faire plaisir, mais pour contribuer au succès de nos clients. Quel a été pour toi le plus grand défi que tu as rencontré en créant une identité sonore ? Si tu me permets, j'en donne deux. Le premier, c'est le premier client dans le sport. Ça fait 10 ans cette année que nous avons créé l'identité sonore de Roland Garros. Et c'était un défi extraordinaire, se retrouver dans cette arène gigantesque et imaginer comment est-ce qu'on a pu, par le son, fédérer les joueurs, les publics dans le stade et aussi en médias. Ça, c'était un défi gigantesque et ça fait 10 ans et depuis 10 ans qu'on prend beaucoup de plaisir. Et je dirais, parmi nos premiers grands clients internationaux, à Abu Dhabi et Etihad Airways, où il fallait à la fois trouver le bon ton, puisque tu parlais de bon ton et de bon son, pour un public local, avec de la musique qu'on appelle Khaliji, donc de la musique du Moyen-Orient, mais également un public international. Je dirais que ça a été au cœur de 2 développements majeurs de 6e Son, l'industrie du sport d'une part, et puis l'internationalisation. À un moment dans ta carrière, il y a eu un impact, il y a eu un élément qui a fait qu'il y a eu une bascule. Ouais, je dirais que, je le remercierai jamais assez, mais la rencontre avec le fondateur de 6e Son, Michael Boumendil, quand j'étais musicien, sorti d'études, où je découvre qu'on peut faire de l'art appliqué en musique, je postule, c'est le seul CV, la seule démotivation de ma vie. Je rencontre ce gars formidable qui n'attend pas le nombre des années. Il avait monté 6e Son à 22 ans, il m'a vu arriver à 23 quelques années plus tard, et depuis on est tous les 2 associés. C'est un peu une sorte de transmission, il a vu en toi celui qu'il était. Je sais pas, mais en tout cas, on a tout de suite, je crois, senti une complicité, la capacité de faire des choses formidables ensemble, et on passe, même s'il vit à New York et qu'il développe l'activité là-bas, je parle 24 heures sur 24 avec lui quasiment, ouais. Dans le branding, on parle souvent aussi de tendances émergentes. Ouais. Quelles sont-elles au niveau du son ? La tendance majeure, c'est la multiplication des points de contact. En réalité, c'est que quand il y a 10 ans, on travaillait pour une marque, on travaillait pour 3-4 points de contact. Aujourd'hui, du fait du digital, quand on commence à imaginer la musique d'une marque, on sait qu'on va devoir la déployer, l'adapter à 15, 20, 25 points de contact. Il y a 5 ans, je ne savais pas que pour Sanofi, on allait faire de la musique sur TikTok, de la musique pour Instagram, je n'avais aucune idée. La multiplication des points de contact, les podcasts, fait que la logique d'avoir une identité sonore, une musique propriétaire qu'on adapte à chacun des points de contact n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui en réalité. Moi, j'ai vu quand j'ai visité ton entreprise, tu m'as dit, tiens, ça c'est un talent, ça c'est un talent, ça c'est un talent. Un talent, en fait, pour toi, c'est quoi ? Ouais, il peut y avoir différents types de talents. En tout cas, je dirais que le point commun pour l'équipe de l'agence, qu'elle soit à Paris ou dans nos différents bureaux aux États-Unis ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est la passion. On a une passion commune qui est évidente, qui est la musique, mais une autre que les gens ne soupçonnent pas forcément, ce sont les marques.
notre métier, c'est de travailler pour des marques. Donc, je dirais que cette volonté d'apprendre et de transmettre cette passion pour la musique auprès des marques, c'est notre force commune, talent, je te laisse le dire, ouais. Bon, en fait, on vient de le voir, en fait, Laurent Coccini, c'est ni plus ni moins la vie. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrice.